Aujourd'hui, on a l'impression, alors je sais que les munitions et les armes continuent d'être envoyées en Ukraine, hein, c'est pas un secret, et fort heureusement, parce que l'armée ukrainienne ne pourrait probablement pas se défendre sans, mais qu'on a l'impression finalement qu'une habitude s'est installée, qu'on laisse les Ukrainiens se défendre, et qu'on attend un peu les bras croisés l'issue de cette guerre, en se demandant un peu où ou jusqu'où Vladimir Poutine va pouvoir aller. Certains ne se résignent pas. C'est le cas de David Petraeus, c'est l'ancien patron de la CIA, notamment, général américain. Voici ce qu'il dit. Il dit: Poutine est prêt à payer le prix de millions de pertes. Il faudrait donc prendre des mesures radicales, les arrêter net sur le champ de bataille. David Petraeus, aujourd'hui, il travaille pour un fonds d'investissement qui est notamment présent en Ukraine. Il connaît bien le pays, il y va régulièrement. Il a évidemment, de par son CV, des contacts intéressants et importants là-bas. Est-ce qu'on a renoncé à l'idée que l'Ukraine puisse gagner cette guerre? Malheureusement, pour le moment, on en est là. Depuis le début, et c'était la limite de Joe Biden, on a donné à l'Ukraine les moyens de se défendre, et c'était effectivement indispensable, mais jamais on lui a donné les moyens, la quantité d'armes, dans les délais nécessaires, qui lui permettent de rétablir le rapport de force sur le champ de bataille, voire de gagner pour arriver en position de force à des négociations. Le momentum raté, ça a été l'automne 2022, après les grandes avancées de l'armée ukrainienne qui a reconquis Kherson, qui a brisé l'encerclement de Kharkiv. Et l'hiver suivant, à ce moment-là, on aurait pu imaginer de donner suffisamment d'armes à l'Ukraine pour que l'été suivant, il puisse obtenir des avantages notables sur le terrain. L'été 2023, la grande offensive ukrainienne a raté. On continue à s'accuser mutuellement. Les Américains disent que les Ukrainiens n'ont pas su faire bien. Les Ukrainiens disent qu'on ne leur a pas donné les moyens de mener la contre-offensive. Mais on est rentré dans cette réalité. Et le drame, et je terminerai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, l'armée russe, après 3 ans de guerre, et malgré les pertes en hommes, plus de 200 000 hommes, malgré les pertes en matériel, l'armée russe est plus forte, plus moderne, plus réactive, mieux organisée qu'elle ne l'était au début, au moment où elle a lancé sa grande offensive, qui a été quand même un échec patent sur l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, permettre à l'Ukraine de gagner, enfin de rétablir le rapport de force pour des négociations, est beaucoup plus compliqué. Général, admettons que la volonté politique soit là, qu'on estime aujourd'hui qu'on doit donner les moyens militaires à l'Ukraine pour pouvoir non seulement continuer à se défendre, mais renverser ce front et aller créer des brèches, je ne sais pas, dans les positions russes. On est loin de ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il faudrait en termes d'armement, en termes de puissance, de feu, pour renverser cette situation? D'abord, il faut une volonté, vous l'avez dit, mais après, il faut des stocks. Et puis, il faut une chaîne industrielle qui se mette en action. Parce que c'est là que je suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire, on n'a pas donné suffisamment d'armes, ça c'est la vérité. Mais pour quelle raison? C'est qu'on a des armées qui sont croupions depuis 30 ans et qu'on n'a pas de stock. Une des priorités du SEMA aujourd'hui, c'est de refaire des stocks, d'avoir une armée qui refait des stocks. Il a quand même dit que le Charles de Gaulle est parti en opération avec ses soutes en munitions qui n'étaient pas pleines. On vient de relancer nos missiles Scalp qui avaient été arrêtés depuis 10 ans, je crois. Une quinzaine d'années. Voilà. Donc, je rappelle qu'avant la guerre, on fabriquait 25 000 obus de 155 25 000 par an. Donc c'est 2 jours de consommation sur la ligne de front. Alors maintenant, ça a un petit peu monté, mais on doit être à 100 000, quelque chose comme ça, mais ça renverse pas la table. On n'est pas en économie de guerre, ça veut dire qu'il faut des chaînes industrielles qui produisent, donc il faut aussi que les banques prêtent. C'est tout un cercle vertueux, puis après il faut des clients. Parce que les industriels, ils font pas ça aussi pour vous faire plaisir. Et donc, ça, on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, malheureusement, même si on a la volonté politique, ça va patiner pendant des mois, et peut-être 2-3 ans avant d'avoir la solution qu'il nous faut, et puis de monter en puissance. Et quand je dis si il y a la volonté politique, parce que pour le moment, on n'a pas non plus engagé la post-combustion sur ce thème, il faut quand même le dire. Oui, voilà. Ça ronronne, on est quand même toujours
au milieu du gué parce que on s'estime dans les puissances occidentales, on n'estime pas qu'on est en guerre. On aide un pays en guerre, mais on ne s'estime pas en guerre. Aujourd'hui, on n'est même pas capable d'avoir des propres stocks dans l'armée française. Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne aux Ukrainiens de plus ? C'est un problème global qui va qui peut demander des mois et des années avant d'être résolu. Et ça, c'est pas le temps de la guerre. Le temps de la guerre, ils ont besoin maintenant. Alors c'est vrai que les Américains ont un peu plus. Les Américains ont moins. Voilà. Mais ils ont quand même un souci. Par exemple, les intercepteurs, certaines munitions, après l'Iran, enfin après la guerre de 12 jours, ils se sont rendus compte qu'eux aussi, ils n'ont pas mis le paquet, enfin les dividendes de la paix, c'était aussi ralentir la production. Et ralentir la production veut dire qu'on n'a pas peut-être assez à ce moment-là à fournir. On sait que le dôme de fer, par exemple, enfin le système antiaérien était quasiment à court de munitions à la fin de la guerre avec l'Iran. Parce que même les Israéliens qui achètent ça aux Américains n'arrivaient pas à recompléter les stocks. Pour les systèmes Arrow 2 et 3, c'est fabriqué, complètement fabriqué. C'est produit en masse. C'est produit en masse. Et ça, personne ne le fait aujourd'hui, même pas les Américains. Nicolas Tenzer. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, on dit nous sommes en guerre, et nous sommes en guerre avec la Russie, de manière claire, parce que la Russie nous fait la guerre directement et indirectement. Mais de l'autre côté, nous ne sommes pas effectivement, nous ne voyons pas, parce qu'il y a une sorte de vide devant nous. Nous ne sommes pas aujourd'hui, je dirais, quand je dis nous, c'est européen, je ne parle pas uniquement français. Nous ne sommes pas aujourd'hui en état de de répondre à ce à quoi, je dirais, les services de renseignement, ce sur quoi les services de renseignement nous alertent, c'est-à-dire la possibilité en 2030, d'après les Allemands, d'après les Danois, aujourd'hui d'ailleurs depuis les Français. Regardez la dernière déclaration aussi du général Burkhardt avant qu'il quitte ses fonctions de chef d'état-major des armées. Je veux dire, on est quand même dans une perspective de guerre. Et rappelez-vous, Emmanuel Macron, c'était en juin 2022, qui disait nous devons, nous, économie européenne, passer en économie de guerre. L'économie de guerre, ce n'est pas ce que nous faisons, même si nous nous sommes améliorés. Je veux dire, quand vous voyez par exemple Dexter, au début effectivement de la guerre, ils produisaient 3 canons César par mois. Aujourd'hui, ils en produisent, je crois, 20 par mois. Donc il y a un sextuplement en fait de la production. Oui, et c'est la même chose pour les obus. On arrive à produire aujourd'hui des obus. C'est mettre tous les moyens de la nation au service de la défense. Et le front, aujourd'hui, je termine là-dessus, le front aujourd'hui de notre guerre, de la guerre, effectivement, qui nous est menée par la Russie, il se situe en Ukraine. Si nous gagnons la guerre en Ukraine, l'Europe sera plus saine, plus sauf dans les années qui viennent. Bonsoir Général Paloméros, merci d'être avec nous, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Comment changer aujourd'hui la dynamique de cette guerre ? C'est ce que suggère David Petraeus, le général, ancien patron de la CIA. Il dit et il faut faire un effort. Alors évidemment, tous les alliés de l'Ukraine sont d'accord sur l'idée. Il faut faire un effort, sauf qu'il y a une réalité militaire, il y a une réalité industrielle et il y a Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, d'abord, ça a été dit très clairement, cet effort, on ne peut pas attendre les atermoiements de Donald Trump qui repousse des ultimatums, qui les bouscule comme ça. Et ça fait quand même quelques mois, presque années, qu'on dit que le salut des Ukrainiens devra venir, en grande partie en tout cas, de 2 choses, de leur aptitude à continuer à maintenir, à soutenir cet effort de guerre, ce qui n'est pas simple, en particulier en termes de ressources humaines. Il y a une tension très particulière en ce moment sur les ressources humaines sur le front, il faut le savoir. Les Russes, certes, n'ont pas renversé, n'ont pas bousculé le front, mais ils sont en train de faire ce qu'on appelle des saillants, et ils essayent de contourner en fait les obstacles plutôt que de les affronter lorsqu'ils ont des points durs. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, évidemment, dépendra de la volonté américaine, oui ou non, de continuer cet effort. Ce que dit le général Petraeus aussi, c'est que certes, la guerre en Ukraine n'est pas forcément la guerre du futur, mais c'est quand même une guerre qui nous interpelle par les forces mises en présence et les modes d'action. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Il sait de quoi il parle. Il a été en Irak, il a été en Afghanistan. Et il sait aussi que, effectivement, si nous ne sommes pas capables d'aider les Ukrainiens à faire face à ces nouveaux modes d'action, et je pense aux drones en essaim, par exemple, qui représente une menace permanente pour les Ukrainiens et qui leur interdit
d'utiliser les tactiques qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour essayer de contraindre, de remplacer en quelque sorte, de pallier la quantité par la qualité, en utilisant en particulier des drones à la ligne de front. Si on n'est pas capable, si les Ukrainiens ne sont pas capables, avec notre aide, de contrer cette menace permanente que constituent ces essaims de drones, je crois que ça sera extrêmement difficile. Alors justement, des centaines de milliers de drones, intercepteurs, kamikazes vont être livrés à l'Ukraine d'ici la fin de l'année. On l'a appris aujourd'hui. Ils seront développés par Swiftbeat. C'est une entreprise qui a été fondée par l'ancien patron d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, pardon, Eric Schmidt. Voilà. Il devrait, selon lui, permettre à ces drones de créer un bouclier anti-drone efficace, notamment contre les fameux drones Shahed, dont on parle beaucoup évidemment ces dernières semaines, largement déployés par la Russie, des drones dont Vladimir Poutine voudrait utiliser en masse, 1 millier par tir, si j'ose dire, pour aller détruire et attaquer l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on sait de ces drones intercepteurs kamikazes anti-drones ? Oui, alors là, ça fait beaucoup de qualificatifs. Hein. C'est simplement des drones anti-aériens, si vous voulez. On peut les appeler comme ça va simplifier le débat. Mais c'est sûr qu'il ne manquera pas de sociétés qui vont présenter des solutions. Moi, je regarde le cœur du problème. Vous avez devant vous 400, 500 drones. Vous pouvez pas... c'est pas la bataille d'Angleterre, si vous voulez. Vous pouvez pas lutter à 1 contre 1 contre ces drones. Il faut trouver des protections. Peut-être que ça peut marcher, en partie en tout cas. C'est un bon créneau pour des sociétés, en particulier américaines. On doit s'y intéresser. Après tout, tous les moyens sont bons pour essayer au moins de ralentir, d'affaiblir en quelque sorte cette puissance de feu que représentent les drones en essaim russes. Mais je crois qu'il faudra d'autres armes à énergie dirigée pour brouiller ces essaims, parce que je vois très très mal comment, un par un, des intercepteurs pourraient vraiment, je dirais, affaiblir ces menaces. Maintenant, cette guerre est une guerre d'imagination, une guerre d'innovation, et c'est pas fini. Mais elle ne pourra être gagnée par les Ukrainiens que si vraiment nous les soutenons, et sur le fond, pas seulement en termes de quantité, mais en termes de qualité. Essayer de les aider, parce que ce sont des problèmes qui, de toute façon, ça a été dit, si nous n'arrivons pas à les résoudre au profit des Ukrainiens, elles se présenteront à nous-mêmes sur les théâtres d'opération, peut-être même en Europe, qui sait. Donc, il n'est que temps de réfléchir à cette guerre très innovante qui nous est imposée par la Russie, qui nous est imposée par ce conflit qui paraît très spécifique, mais qui en fait, à mon sens, est révélateur de ce qui peut nous attendre demain. Et on a beaucoup de sociétés, on a peut-être pas les moyens américains, mais en mettant l'intelligence, l'innovation au cœur de nos réflexions, je crois qu'il y a moyen de changer, de faire une véritable révolution capacitaire, en fait. Et les Ukrainiens se sont eux-mêmes saisis du problème. On a assisté, nous, là-bas, sur place en Ukraine, à des unités, des brigades qui fabriquaient ou qui équipaient elles-mêmes leurs propres drones, de manière d'abord à être plus discrètes quant à leur utilisation, mais aussi elles s'étaient spécialisées. Il y avait des unités dans ces brigades qui s'occupaient exclusivement de préparer les drones pour les combattants. Une dernière petite question, Général Palomero, sur évidemment les annonces de Donald Trump ce soir. On ne vous a pas entendu réagir là-dessus. Donald Trump qui... dans son avion, dit les Russes ont 10 jours pour s'asseoir à la table des négociations, sinon ce sera des sanctions. Je ne suis pas sûr que ces sanctions fonctionnent, mais enfin on verra bien. Qu'est-ce que vous faites de ces déclarations, dernières déclarations du président américain ? Je me suis exprimé là-dessus. On ne peut pas laisser le sort de l'Ukraine dépendre des atermoiements du président américain. C'est facile de faire cette déclaration-là, quand on sait la dépendance aujourd'hui des Ukrainiens au soutien des Américains. Mais ce n'est pas insurmontable. Il faut qu'on se mette bien en tête que ce n'est pas insurmontable pour les Européens. On le voit, ces défis, c'est des défis conceptuels, c'est des défis que notre industrie, auxquels notre industrie peut répondre. Mais il faut passer à l'échelon supérieur et il faut le faire de manière la plus cohérente possible. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce qu'on a vu au travers des dernières négociations.
cette industrie américaine qui va venir s'implanter en Europe. Bon, ça pourra répondre à la question de l'Ukraine, et si beaucoup de pays s'en satisferont, ça ne donnera pas à l'Europe l'élan nécessaire pour gagner un peu d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, et ça les laissera justement à la merci des atermoiements de M. Trump. Et si on ne le comprend pas maintenant, je pense qu'on ne le comprendra jamais.